Salut les graisseux. Alors, on se retrouve sous le capot de la Rover 75, hein, tu la connais. J'ai déjà fait quelques vidéos sur la chaîne, notamment quand je l'ai passé à l'éthanol et tout ça. Donc ça fait 15 000 bornes que ça fonctionne à 100%. C'est une merveille sur la route. Par contre, il faut bien, au bout d'un moment, avoir un problème. Évidemment, j'ai eu un problème de boîte auto. Donc si tu suis au niveau des dernières vidéos, tout ça, dans une tranche de vie, je t'en ai parlé quand je t'ai présenté un petit peu des genres de chantiers et tout ça que je faisais ici sur de la restauration. Et entre temps, j'ai reçu la pièce et tout ça, donc on va se faire une vidéo. Mais tu me connais, les vidéos, c'est toujours, on est parti pour 20 minutes à peu près, toujours. Parce que voilà, les problèmes qu'on doit identifier, tout ça, il n'y a rien de simple voilà, pour te faire des vidéos et tout ça. Je peux pas t'expliquer en 2 minutes quelque chose, c'est souvent beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, et puis il faut prendre les choses dans leur ensemble. Et puis voilà, donc je vais te communiquer un petit peu tout ça, non pas que ça m'intéresse forcément de te parler de boîte automatique, parce que et puis voilà, sur des véhicules, pour moi ça c'est un véhicule moderne et ça me branche pas forcément, mais je suis en train de bosser dessus et c'est quand même assez intéressant de te parler de diagnostics et puis de pièces et puis de petits problèmes qu'on peut rencontrer dessus pour éventuellement t'aiguiller, parce qu'en fait c'est une boîte qu'on va retrouver sous, collée à pas mal de moteurs, puisque c'est de la Jatco 506, voilà, la JF 506E, tu vois. Et là, je t'ai listé les véhicules sur lesquels on la retrouve montée. Donc, tu vois, tu as ta Mitsu Lancer Evo, je sais même pas à quoi ça ressemble. Golf 4, alors ça sera sous l'appellation 09A, 09B au niveau de l'appellation de boîte, mais c'est monté sur les Golf 4, donc les Charan aussi. Le Freelander de chez Land Rover, hein, et puis Jaguar X-Type, là, ici. X-Type plutôt, voilà, la Mondeo, la Galaxy, la Mazda et l'Audi A3, d'accord, en la phase 1, les toutes premières, enfin je connais pas trop Audi, voilà. Et moi, la pièce qui m'a posé problème, que j'ai identifiée, c'est la N91, la TCC ici, qui est la solénoïde lock-up ici. Donc j'ai commandé une pièce, voilà, que j'ai trouvée, tu vois, elle vient de chez Land Rover directement, je vais t'expliquer pourquoi. Et puis voilà, on va se faire une vidéo vraiment là-dessus. Donc tu vois, tout est ouvert. Là, tu as le carter, hein, qui vient normalement ici. Donc, tu vois, voilà, la boîte à air a été virée. Donc, il faut faire un petit peu de place pour dire d'accéder. Tu as le carter qui vient normalement droit, comme ça, tu vois. Et puis ici, tu as le bouchon de remplissage. Ce qui peut être intéressant, c'est de te montrer peut-être aussi au niveau du dessous. Alors, attends. Hop. Parce qu'en fait, je l'ai vidangé. Et là, l'huile, je suis en train de refiltrer avant de la réutiliser, hein. Je vais pas passer forcément sur de l'huile neuve là au remontage pour un premier test. Alors, bouchon de vidange, parce qu'il y a des problèmes au niveau des identifications quelquefois sur les bouchons. Donc il y a des bouchons qu'il faut absolument pas toucher. Bouchon de vidange, c'est celui-ci, d'accord, donc tu es situé là, voilà. Et après, donc là tu as ton câble ici qui arrive directement de ton levier pour sélectionner au niveau du rapport, hein, en PRND, ça doit faire 4.3, 4.3.2, je crois, un truc comme ça. Et là, tu as le bouchon de mise à niveau qui se fait avec une température, une certaine température, ça doit être aux alentours de 40 ou 45 degrés, je crois. Voilà, et donc la procédure de mise à niveau, elle se fait ici, d'accord. Donc important de toujours bien vérifier les niveaux, pas en mettre trop, ni en mettre trop peu. D'accord, et après tu as des autres écrous, vis, tout ça, tu les oublies à tout jamais. Voilà, tu touches uniquement à ces deux-là, parce que il y en a certains qu'il faut absolument pas toucher et qu'on peut éventuellement confondre avec des bouchons de vidange ou des bouchons de mise à niveau. Je me demande si c'est pas celui-ci d'ailleurs, tu vois, ou alors un petit peu après. Enfin, ça m'intéresse pas plus que ça, mais bon. Donc tu te focalises uniquement sur ces deux écrous ici, ces deux bouchons, voilà. Et puis tu t'en tiens à ça, parce qu'il y en a un qui fait, je crois, au niveau d'une bande de freinage pour la marche arrière ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas. J'ai vu qu'il y a certaines personnes qui quelquefois se plantaient, dévissaient une vis qu'il fallait pas, et puis tu te retrouvais que t'avais plus de freinage au niveau de la boîte, et puis boîte inutilisable, il fallait l'ouvrir. D'accord. Donc là, tu vois, tout est ouvert. On a le groupe hydraulique directement, hein, avec les commandes et tout ça dessus. Donc on va remonter. Voilà. Voilà. D'accord, donc vu par le dessus, voilà à quoi ça ressemble. Le principe, c'est que moi, au niveau du diagnostic, donc j'avais des problèmes, bon, déjà depuis, on va dire, 5-6 000 km quand même en roulant. Quelquefois, tu avais vraiment un passage de vitesse qui était brutal. Si tu montais vraiment dans les tours, tu avais un à-coup.
tu étais vraiment pas fluide, tu accumulais des tours minutes, ça bloquait, et puis la vitesse passait pas, puis d'un seul coup, pouf, la pression était complètement relâchée, puis ça te faisait un à-coup dans la boîte. J'avais aussi des problèmes quelquefois quand je décélérais, que j'arrivais pour, on va dire, mourir sur un parking ou ce genre de choses, pof, je me retrouvais en roue libre. Et donc, comme si tu débrayais avec une boîte méca, donc pareil, perte de transmission complète, et puis pouf, ça revenait. Voilà, et puis bon, dernièrement, ça marchait plus du tout, j'avais des problèmes de, voilà, ça repassait 3, 4, ça changeait en roulant sans raison. Donc, j'ai dû partir un petit peu à la recherche de l'information et tout ça qu'on trouve pas forcément. Et donc, pour te guider, voilà, tu peux effectuer un diagnostic au niveau des broches. Alors, je vais te montrer comment faire. Tu as ici, voilà, un faisceau. Tu as 2 faisceaux qui viennent de cette boîte, d'accord? Donc là, ici, tu as ton capteur de rotation, d'accord? Donc lui, il est relié directement à un axe dans la boîte quand on change au niveau de la sélection, au niveau du levier de vitesse. Voilà, ça te fait bouger également par communication cet axe ici. Et ici, dedans, tu as des petits palpeurs sur des pistes. Et puis, en fonction de l'endroit où passe le courant, ça te communique directement au tableau de bord et je pense directement aussi à l'écu. Je pense qu'on exploite l'information ici plutôt que de l'exploiter par l'autre broche. Enfin, à vérifier, mais c'est ici que tu as ton information au tableau de bord, savoir le rapport qui est sélectionné et qui s'affiche. D'accord? Donc, là, c'est relié à cette broche là, d'accord. Et après, celle qui nous intéresse, c'est celle-ci. Alors celle-ci, elle arrive directement, voilà, les raccordés ici du faisceau du véhicule, tu vois. Et puis c'est des raccords tournants. Voilà, donc moi j'ai débranché, hein, puis la batterie, comme tu vois, elle est débranchée aussi pour bosser dessus. Donc tu défais, et à l'intérieur, tu vas retrouver des petites pinuches qui repartent jusqu'ici et qui vont directement dans la boîte au niveau du groupe hydraulique et qui sont sur la totalité des solénoïdes et puis des électrovannes et tout ça que tu vas avoir, d'accord. Donc moi je vais te sortir après celle que j'ai identifiée et que je vais remplacer. Ce que tu peux faire, on va bloquer ça, je vais te montrer pourquoi. Alors, donc moi ce que j'ai trouvé, c'est que voilà, là tu as une vue du groupe hydraulique, d'accord, qu'on a là-bas. Et là ici tu as voilà, alors excuse-moi, c'est vraiment petit. Ça vient du Freelander, parce que bon, au niveau des informations c'est pas forcément évident à trouver, mais c'est monté sous le capot du Freelander et les réglages sont les mêmes, parce qu'il faut se baser là-dessus. Je vais t'expliquer aussi pourquoi après. Donc ici tu vois, tu as les numérotations 1, 2, 3, bon voilà, tu vas dans ce sens là, hein, comme un sens de lecture. De 1 à 18, et puis tu peux aller prendre les résistances entre les broches, tu vois. Et donc ça se fait sur cette broche ici, d'accord. Et donc après il faut que tu aies les valeurs normalement à trouver. Donc tu peux le faire directement ici à cette broche, et puis après tu peux le faire aussi directement au calculateur, mais bon, l'accès étant plus facile directement ici, c'est le plus simple à faire. Donc voilà, là ce sont les valeurs que tu dois trouver, et là donc tu vois ce que moi j'ai trouvé à chaque fois. Donc j'étais bon partout, sauf sur la lock-up solenoid valve ici, qui doit être entre 12 et 13,2, et j'étais dans les choux, j'étais à plus de 14, 14,1, 14,2, ça oscille un petit peu. Et donc j'ai identifié cette pièce comme étant la seule dans ma boîte qui éventuellement pouvait causer mes problèmes, d'accord. Donc je vais te montrer comment tu peux faire avec, tu prends un multimètre. Alors moi je prends cette petite merde là parce qu'en fait elle est facile d'utilisation, et puis l'autre j'ai un peu plus de mal à la calibrer. Mais par exemple si tu prends au niveau de la numérotation, donc voilà, on va se calibrer ici. Tac, tu vas prendre, admettons, la résistance entre la... Bon, on va faire quoi? On va faire la 9. La 9, c'était quoi? La 9 et la 18. Voilà, c'est la solénoïde A, voilà, de changement de vitesse, d'accord? Donc là, tu dois trouver entre 14 et 18. D'accord? Celle-ci, donc entre la broche 9 et la broche 18. Donc la broche 9, c'est la petite
qui est là, hein, tu peux compter 1, 2, 3 comme ça, et puis tu arrives à 9 ici, et la 18 c'est celle-ci. Donc on va prendre la mesure, je te le mets là pour que tu vois bien, et tu vas mesurer comme ça les résistances. Ah, bon, de toute façon ça n'a pas vraiment d'importance, mais bon, j'utilise le... Voilà. Donc tu vois là tu es à 16,8, ça peut osciller un petit peu, hein. On va le prendre en plusieurs fois. Voilà, 16,8. D'accord, donc on est bon par rapport aux recommandations. Et puis tu fais comme ça la totalité des tests pour savoir si ton problème vient d'une électrovanne de changement de rapport. Tu peux avoir également des capteurs au niveau de la vitesse de rotation en entrée de boîte, en sortie de boîte et tout ça. Des capteurs de température aussi qui peuvent éventuellement poser problème, mais c'est un peu plus, c'est plus rare. Et voilà, donc j'ai regardé un petit peu ce qui éventuellement pouvait poser problème, parce qu'en fait c'est un problème qui est assez répandu sur ces boîtes, hein, qui sont connues pour être fragiles. Et en fait le kit complet des solénoïdes et tout ça est vendu, tu peux le trouver aux alentours de 250 € livré plus ou moins avec les taxes, tout ça, sachant que ça vient de l'étranger plus souvent. Et tu peux t'amuser à remplacer la totalité, ou alors bon, te trouver une boîte si tu es embêté, mais ce sont des pièces qui lâchent quand même assez régulièrement. Donc moi, celle qui nous intéresse, c'est la numéro 8 ici, d'accord, donc la lock-up ici, numéro 8 qui est située là. Donc je vais te la sortir tout de suite, hein. J'ai déjà tout démonté, tu vois, elle est là, et tu vas voir, parce qu'en fait je l'avais déjà sorti une fois, parce que je vais te montrer ce que j'ai trouvé. Alors on va essayer de mettre la caméra. Voilà. Tac. Donc là voilà. Voilà, donc c'est elle qui me pose problème. Et évidemment, hein, comme un connard que je suis, je l'ai ouvert, et puis je suis allé voir dedans à quoi ça correspondait. J'ai refait un essai, et puis bon, c'était encore pire. Je voulais la nettoyer et tout ça, pensant que éventuellement il y avait quelquefois des saletés et tout ça qui s'étaient accumulées, parce qu'en plus là-dessus, sur niveau de la crépine et tout ça, t'as pas de crépine. Il doit y avoir un filtre métallique et tout ça, mais qui est situé vraiment à l'intérieur. En fait, il faut déposer la boîte pour aller nettoyer le filtre. Donc tu vois un peu la complexité du truc. Enfin, l'idiotie de la façon, enfin c'est vraiment idiot de faire des trucs comme ça, mais bon. Donc voilà cette pièce, et puis bon, je me suis vraiment concentré là-dessus. Et en réalité, c'est la totalité de ces solénoïdes, capteurs et puis tout ce que tu veux sont différents suivant les véhicules sur lesquels tu vas intervenir. Parce que même si la boîte elle est montée, tu vois, sur la totalité de ces véhicules-là, et ben tu ne peux pas t'attraper une boîte de Golf et puis prendre les pièces que tu vas avoir dessus pour te dépanner si tu as une Rover. Les réglages sont différents et tout ça, donc il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc voilà, par contre entre Rover et Land Rover, les pièces sont les mêmes. Donc voilà, je me suis concentré là-dessus, parce que pour trouver de la pièce de Rover en France, déjà ce modèle là est pas tellement répandu, parce qu'on en a vendu énormément avec le moteur diesel, le moteur que tu as dans la BM, les 320 avec les E46. Voilà, tu as ce moteur là en 2 litres sous ce capot là, parce que c'était en collaboration à l'époque avec BMW quand Rover était en train de péricliter. Donc tu as énormément de ces véhicules là vendus en diesel, et puis après le peu d'autres que tu vas avoir en essence souvent vont être en V6, parce que c'était un véhicule qui était quand même orienté plutôt haut de gamme. Et donc voilà, quitte à partir sur une Rover 75, en achat neuf, tu partais quand même sur plutôt une V6 en 2,5 litres, au pire une 2 litres. Mais le 1,8 litre comme ça, non, c'est assez peu répandu, et en plus l'avoir en boîte automatique, c'est pas évident de trouver. Donc je te dis, au niveau des pièces, même d'occasion, tu galères à mort pour trouver de la pièce. Donc voilà la pièce, je te laisse la référence hein, de chez Land Rover ici, mais c'est compatible, et tu vois, ça vient du Japon. Donc en fait Land Rover les revend directement, mais c'est pas eux qui les produisent. Ils continuent d'approvisionner pour le Freelander. Donc là, tout à l'heure, je l'ai ouvert. Hein, donc c'est vendu avec la petite vis à remplacer. Et voilà, tout est scellé.
Et voilà, donc là, tu as la pièce neuve. Donc apparemment, cette pièce-là, elle est vraiment sensible. Au bout d'un moment, il faut fatalement passer au remplacement, si tu veux. Parce qu'elle peut te foutre vraiment la merde partout au niveau de tes changements de rapport, ton comportement de boîte et tout ça. Avec des variations de pression ou ce genre de truc, et ça te fout la merde, quoi. Donc je vais la remplacer. Parce que celle-ci est certainement d'origine. Et puis là, on est à 160, un petit peu moins de 170 000, 165 000, un truc comme ça, je crois, sur le véhicule. Donc ça fait déjà pas mal de kilomètres pour ce type de boîte, sachant qu'en plus, elle n'a pas forcément été bien vidangée avant le propriétaire précédent. Donc, le dernier propriétaire a vraiment fait ce qu'il fallait et tout ça sur le véhicule, mais bon, il avait un petit peu abandonné sur la fin. Parce que voilà, tu as toujours des trucs à faire. Passer un certain kilométrage, ça arrive tout le temps, quoi. Donc voilà, donc je vais remplacer ça, et puis on va regarder si ça reprend la route. Normalement, je pense que les vidéos comme ça te seront utiles pour comprendre un petit peu au niveau de l'orientation pour chercher des pièces et tout ça, tu vois, comment tu peux procéder, sachant que moi là j'ai galéré pendant à peu près 3 semaines pour dire de voir comment j'allais faire pour réparer. Et voilà, et si jamais ça fonctionne pas, bon, je crois que ça sera plus simple de passer en une boîte mécanique directement. D'accord, donc je te remettrai la totalité de ces informations-là, je te les copie, je te les mets dans la description si tu veux te baser là-dessus pour t'orienter au niveau d'un diagnostic, hein, sur du Freelander par exemple, ou de la Rover si tu as le même type de montage, et éventuellement voilà, des autres boîtes que tu as ici. Voilà, sachant que pour les Golf et tout ça, tu peux trouver des valeurs qui sont différentes. Donc vérifie bien toutes ces informations en fonction du modèle que tu vas avoir. Et au niveau de la lubrification, hein, l'huile, tu prends la Texaco N402. Bon, elle n'est pas forcément facile à trouver. Ou la Ravenol directement, hein, la JF 506E. Et puis voilà, tu utilises vraiment ce qui est préconisé au niveau du lubrifiant pour faire fonctionner tout ça. Donc moi je vais me mettre au nettoyage, on va remettre ça vraiment propre au niveau des carters et tout ça pour dire de sceller vraiment tout ça comme il faut. Et puis on est parti, on va refaire les essais, tout ça, on va bien tout revérifier. Et puis normalement ça devrait reprendre la route et puis on se tient au courant via les prochaines vidéos. J'espère que ça te sera utile. Allez, à plus les graisseux, ciao.